Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire de rentrée 2020. Nous allons vous exposer le zoom sur les dernières actualités liées à la situation sanitaire actuelle. Avant toute chose, je tiens à vous présenter nos excuses pour le contretemps puisque le webinaire n'a pas pu se tenir hier comme nous l'avions envisagé pour des raisons techniques. Vraiment désolée pour ce contretemps. Néanmoins, comme vous le voyez, nous avons fait en sorte de réagir rapidement pour pouvoir vous proposer du contenu en lien avec l'actualité. Je remercie pour cela nos intervenants que je vais vous présenter. Donc, nous avons Liliane Coutantin, directrice opérationnelle du pôle expertise RH et sociale, qui va intervenir en premier. Mais également Dominique Chevalier, qui lui est responsable de bureau Baker Tilly Strego et associé, qui interviendra aussi, et moi-même, puisque j'ai aujourd'hui la double casquette d'animateur et d'intervenant. Et pour ma part, je suis responsable du pôle social du bureau Horatio Avocat de Nantes. Donc tout de suite, je passe la parole à Liliane, qui va nous présenter le premier grand temps de cette intervention, à savoir la troisième loi de finances rectificative. Nous évoquerons ensuite les mesures sociales de la rentrée, puis nous ferons un zoom sur l'expertise comptable. Liliane, c'est à toi. Merci Françoise. En effet, je vais donc prendre la première partie, donc 2020, troisième loi de finances, une année inédite et exceptionnelle. Et donc fin juillet, nous avons eu une troisième loi de finances. Dans cette troisième loi de finances, je vais particulièrement aborder deux éléments, les contrôles de l'administration sociale et les exonérations de charges sociales et plans d'appurement de la dette sociale au 30 juin. Et je vous ferai un petit clin d'œil sur le plan de la relance et notamment les aides à l'emploi. Alors, concernant les contrôles de l'administration sociale, je ne vais pas revenir sur l'historique du 25 mars au 1er juillet, mais cependant, pour bien comprendre un des articles de la troisième loi de finances, je suis obligée de vous exposer quand même quelques points. En fait, si vous aviez un contrôle en cours de l'administration, le 25 mars, finalement, les procédures ont été suspendues. Elles ont été suspendues jusqu'au 30 juin concernant l'administration sociale, en tout cas. Ça veut dire quoi? Pendant cette période de pandémie, vous pouviez avoir un contrôle, il a été stoppé, suspendu. Vous aviez peut-être reçu le rapport de l'administration sur un contrôle terminé avant le 25 mars et vous aviez donc la possibilité d'attendre le 1er juillet pour revenir vers l'administration, répondre à l'administration, donner votre accord ou tout simplement contester un élément du chef de redressement. Alors, la troisième loi de finances, qu'est-ce qu'elle prévoit finalement 31 juillet? Eh bien, elle dit que l'administration a la possibilité d'annuler les contrôles qui étaient en cours avant le 25 mars et qui n'étaient pas terminés, c'est-à-dire un contrôle pour lequel vous n'auriez pas eu de lettre d'observation relatant tous les chiffres éventuels de redressement envisagés par l'administration. Alors, ça veut dire quoi? En fait, une annulation. Alors, en fait, sur le terrain, nous, ce qu'on constate en tant que professionnels depuis le 31 juillet, en effet, on a des annulations de contrôle, mais aussi des lettres d'observation avec des sommes non recouvrées. Donc, en fait, dans un deuxième diaporama, excusez-moi, on va vous expliquer quelle est la différence entre l'annulation d'un contrôle en cours et les lettres d'observation et les sommes non recouvrées. L'annulation d'un contrôle en cours, c'est l'administration qui décide de l'annuler, mais c'est aussi l'administration qui va décider si elle va revenir faire son contrôle. Elle a le droit, pendant cette période, de revenir sur une période déjà vérifiée ou partiellement vérifiée. Ces décisions émanent de l'administration et l'administration a jusqu'au 31 décembre.
Donc là, sur ce côté-là, je dirais concernant l'annulation d'un contrôle, moi, ce que je peux vous préconiser, c'est de prévoir éventuellement une petite période pour faire un état des lieux de votre paye et des flux d'administration du personnel, de regarder éventuellement s'il n'y a pas des corrections à établir, aussi bien de fond et surtout de forme, pour éventuellement vous prévenir d'un contrôle futur et surtout vous préserver du droit à l'erreur. Cependant, les lettres d'observation, vous pouvez recevoir des lettres d'observation pour des contrôles qui étaient terminés ou en cours avant le 25 mars avec une mention expresse comme quoi les sommes ne seront pas recouvrées. Vous allez me dire, c'est une bonne nouvelle. Mais cependant, contrairement à l'annulation du contrôle, l'administration ne reviendra pas sur la période déjà vérifiée. Par contre, elle prendra en compte toutes ces observations pour l'avenir. Et vous ne pourrez pas préserver du droit à l'erreur en vous disant « je n'étais pas informé, je n'étais pas au courant » si toutefois vous ne corrigiez pas les erreurs constatées par l'administration. Et puis, une somme non recouvrée, vous allez me dire, c'est une économie de trésorerie. Cependant, il est conseillé d'étudier le contenu du rapport de l'agent et il est également possible de contester, même si l'administration vous dit que vous n'aurez pas à payer, parce que ne pas contester, c'est accepter également ce que prévoit l'administration pour l'avenir. Donc là, je considère ces lettres d'observation que certaines entreprises reçoivent, eh bien, de répondre comme on faisait habituellement, tout simplement de prendre aussi ces lettres comme un rapport d'audit en quelque sorte et de l'utiliser pour un plan d'action correctif pour vous prévenir des contrôles futurs. En tout cas, si vous êtes dans l'une ou l'autre des situations, je vous conseille vivement de revenir vers votre expert comptable, votre expert RH ou paye, tout simplement aussi vers l'avocat en droit social qui vous suit pour vous conseiller sur les démarches à suivre sur ces deux dispositifs. Ensuite, le deuxième élément de la loi de finances que je vais évoquer, ce sont les exonérations de charges sociales et l'aide au paiement et notamment le plan d'appurement. Ce sont des sujets d'actualité, des sujets qu'il est important de suivre, puisqu'en fait, je vais commencer déjà par une condition de forme. La condition de forme, c'est qu'il y a des éléments qui sont apportés obligatoirement sur votre DSN, déclaration sociale nominative, du mois de septembre, exigible le 5 octobre ou le 15 octobre. Le défaut d'information sur cette DSN, eh bien, en l'état actuel des textes, ne vous permettra pas éventuellement de bénéficier d'exonération de charges sociales et d'aide au paiement. Sur les conditions de fonds, les exonérations de charges, c'est quoi? C'est ni plus ni moins ce qui vous a été promis par le gouvernement pendant le Covid. Il y a plusieurs choses à respecter. D'une part, les entreprises de plus de 250 salariés n'ont pas droit à ces exonérations, n'ont pas droit à l'aide au paiement. Dans certaines conditions, vous pouvez bénéficier éventuellement d'une remise de votre dette sociale au 30 juin. Ensuite, l'exonération de charges ne concerne que l'exonération patronale des charges sociales. Patronale, ça veut dire quoi? Que les retenues salariales précomptées sur le bulletin de paye, évidemment, vous êtes redevable de ces cotisations-là. L'exonération de charges patronales ne concerne pas les cotisations de retraite complémentaires, c'est-à-dire de type Agirc et Arco. Vous serez redevable des cotisations de retraite, Arco et Agirc, donc vous ne bénéficierez pas d'exonération. Quand on dit exonération des charges patronales également, eh bien, si vous bénéficiez déjà de réductions comme les réductions générales de cotisation ex-Fillon, d'un taux réduit d'allocation familiale, c'est-à-dire des salariés où vous avez un coût salarial proche de zéro, vous ne bénéficierez pas non plus d'exonération supplémentaire. Donc ça, ce sont des points clés à retenir.
Ensuite, il y a une période d'emploi. Ces exonérations se calculent sur la période d'emploi du 1er février au 30 avril ou du 1er février au 31 mai, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure en définissant les secteurs. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intérêt des exonérations de charges patronales, elle porte essentiellement sur la période du 1er février au 15 mai, puisqu'en fait, du 15 mars, pardon, puisque du 15 mars au 30 avril ou du 15 mars au 31 mai, eh bien, si vous étiez en activité partielle, dès lors que les indemnités d'activité partielle n'entrent pas dans l'assiette des exonérations, eh bien, on ne peut pas bénéficier d'exonération. Par contre, du 1er février au 15 mars, ces exonérations, eh bien, elles peuvent avoir du sens puisque tout le monde était en activité. Donc là, ce sont des points clés que je tenais à vous rappeler avant de rentrer dans la diapositive suivante pour vous repérer. Donc, pour vous repérer, en fait, comment? Déjà, on va commencer par les secteurs prioritaires. Évidemment, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive des secteurs prioritaires. Dans la loi de finances rectificative du 31 juillet, eh bien, figure la liste exhaustive. Mais à titre d'exemple, je vais nommer la restauration, l'hôtellerie, l'événementiel, le tourisme, le sport, la culture, les transports aériens font partie du secteur prioritaire. Et là, dans ce cas-là, dès lors que vous êtes dans ce secteur, eh bien, vous pouvez bénéficier de l'exonération des cotisations développées précédemment et de l'aide exceptionnelle au paiement des cotisations égale à 20% des revenus d'activité sur la période du 1er février au 31 mai. Si toutefois vous n'étiez pas dans ce secteur prioritaire, eh bien, nous allons regarder les autres secteurs connexes. Alors là également, nous avons une liste. Je peux vous citer à titre indicatif le commerce de gros non alimentaire, le commerce de gros d'une façon générale. Mais il y a un élément supplémentaire important à prendre en ligne de compte, c'est la notion de votre chiffre d'affaires. Si votre chiffre d'affaires de 2020 par rapport à 2019 sur la période du 15 mars au 15 mai n'a pas diminué d'au moins 80%, eh bien, vous ne pourrez pas bénéficier des exonérations, sauf à rentrer dans le cas numéro 3, c'est-à-dire vous êtes dans le cadre d'une petite entreprise de moins de 10 salariés. Donc, lorsqu'on fait partie des secteurs connexes, eh bien, il est nécessaire d'avoir un chiffre d'affaires de 2020 par rapport à 2019 qui a connu une perte d'au moins 80% pour pouvoir bénéficier des exonérations et de l'aide au paiement comme les secteurs prioritaires. Si vous ne rentrez pas dans les cas 1 ni dans le cas 2, eh bien, on va regarder le cas 3. Et là, ce n'est uniquement les entreprises de moins de 10 salariés. Et viendra s'ajouter un critère supplémentaire. Eh bien, pour prétendre aux exonérations et à l'aide au paiement, il est nécessaire que vous ayez eu l'obligation de fermer sur un plan administratif, c'est-à-dire le décret du mois de mars listait un certain nombre d'activités où vous ne pouviez plus accueillir vos clients parce que on ne pouvait pas accueillir de public. Si vous rentrez dans ce cadre-là, vous pourrez bénéficier des exonérations et de l'aide au paiement. Dans le cas contraire, si vous n'êtes ni dans le 1, ni dans le 2, ni dans le 3, vous avez éventuellement la possibilité de bénéficier d'une remise partielle de votre dette sociale au 30 juin. La dette sociale au 30 juin, c'est en l'état actuel du texte, c'est au 30 juin, ce n'est pas celle du 31 juillet. Si toutefois vous aviez demandé le report des cotisations du mois de juillet, du mois d'août, eh bien vous ne pourrez pas bénéficier d'une remise exceptionnelle de la dette. Seulement, cette remise partielle de la dette n'est pas acquise. Il est nécessaire que votre chiffre d'affaires de la période du 15 mars au 15 mai est au moins baissé de 50%. Et puis, ça sera une négociation auprès de l'URSSAF et cette remise peut aller jusqu'à 50%. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur les exonérations et comment vous repérer.
Quoi vous dire d'autre sur ce dispositif, puisque je vois le temps qui s'écoule? Eh bien, l'aide au paiement, je vous ai rappelé que c'était les mêmes conditions que les exonérations. C'est 20% sur l'assiette des revenus d'activité. On a un intérêt sur cette aide au paiement, comme l'exonération, c'est surtout sur la période du 1er février au 15 mars. Enfin, une fois qu'on a déterminé l'exonération et l'aide au paiement, eh bien, vous avez le plan d'appurement de la dette. Et là, en effet, cet élément-là ne sera pas porté sur la DSN. Par contre, moi, ce que je vais vous conseiller, et Dominique Chevalier va me rejoindre, c'est qu'il est important de définir votre plan et de ne pas attendre que l'URSSAF vous propose un plan d'appurement. Il est important que vous puissiez anticiper. Si toutefois vous ne le proposiez pas, ça serait l'URSSAF qui vous proposerait un plan d'appurement avant le 30 novembre avec la possibilité d'accepter ou de refuser dans un délai d'1 mois. Donc, je vais laisser Dominique compléter par rapport à mon discours, notamment pour les travailleurs non salariés, puisque vous allez avoir des dettes. Puisqu'en fait, la fonction RH paye plus la partie des cotisations non salariées et éventuellement d'autres dettes, il est important que ce plan soit fait d'une façon globale pour pouvoir, bien sûr, ne pas mettre en péril la pérennité de l'entreprise. Donc, je laisse la parole à Dominique. Merci effectivement Liliane, je rebondis à ce que tu dis. Dans notre présentation de ce matin, donc on va constater qu'il y a des plans d'appurement à la fois pour la partie salariale, mais également pour la partie non salariale et pour les dettes fiscales. Et en fait, j'insiste fortement sur le fait que tous ces plans qui se juxtaposent méritent peut-être d'être regardés avec l'expert comptable dans le cadre d'un plan d'appurement de la dette globale et qu'il faudra sans doute, pour pouvoir également répondre et être, je dirais, respectueux du plan d'appurement, il faudra effectivement peut-être avoir un prévisionnel de trésorerie et d'exploitation un petit peu avancé. C'est d'autant plus important qu'en cas de non-respect du plan, certaines aides pourraient, et notamment les aides pour les apprentis, etc., pourraient être remises en question. Je reviens pour les travailleurs non salariés, hein, où en fait on va retrouver le même schéma que celui que nous a présenté Liliane, avec les particularités liées au secteur. Le premier point, c'est que on ne va pas parler d'exonération de cotisation, mais on va parler de réduction de cotisation. En effet, pour les salariés, on établit des bulletins de salaire tous les mois et on paye des cotisations tous les mois. Pour les non-salariés, les cotisations sont calculées sur une base annuelle. Et donc, la troisième loi de finances prévoit une réduction générale des cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020. Donc, à la fois les acomptes payés en 2020 et la régularisation qui intervient normalement sur 2021. Toutes les entreprises dont l'effectif est inférieur à 250 salariés, qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation au titre du travail dissimulé, vont pouvoir bénéficier de cette réduction. Le montant de la réduction, lui, est également fixé par décret et on retrouve les secteurs dont nous parlait Liliane tout à l'heure, à savoir le secteur des entreprises les plus fragilisées, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, l'événementiel, le transport aérien et les secteurs connexes, où la réduction, vous le voyez, a été fixée par décret à 2 400 €. Les autres secteurs, si l'activité implique l'accueil du public et qu'elle a interrompu à l'exclusion des fermetures volontaires, hein, donc on retrouve le décret du mois de mars sur les fermetures administratives, et là la réduction sera de 1 800 €. Et ajoutons également que pour les autres travailleurs indépendants, dans le cadre d'appurement que l'on va voir tout à l'heure,
Si l'activité a été réduite d'au moins 50% du 1er février au 31 mai 2020 par rapport à l'exercice précédent, eh bien, on peut également solliciter donc le directeur de l'URSSAF pour obtenir une aide qui peut atteindre 1 200 € au maximum. Donc là, vous avez bien compris qu'il s'agissait de la cotisation due au titre de l'exercice 2020, sur lequel donc allaient s'appliquer ces réductions, mais que jusqu'à présent, donc, on paye en 2020 des acomptes pour ces cotisations-là. Les acomptes ont été suspendus à partir du mois de mars, et puis ils reprennent normalement à partir du mois de septembre, et vous avez sans doute constaté que le revenu sur lequel donc étaient calculées les cotisations provisionnelles avait un abattement de 50% qui était calculé par la Sécurité sociale. En réalité, donc, le décret prévoit qu'on peut pratiquer un abattement de 5 000 € ou de 3 500 € en fonction des secteurs auxquels on appartient, pour l'appliquer sur le revenu estimé retenu pour le calcul des cotisations prévisionnelles de 2020. Je passe maintenant au plan d'appurement de la dette sociale, puisque là également, comme pour les salariés, il est possible de bénéficier d'un plan d'appurement qui sera conclu avec l'URSSAF dans des conditions similaires à celles des employeurs. La première étape concerne la détermination de la somme qui est l'objet du plan. Alors, on nous parle des cotisations dues au titre de 2020. Donc, si vous avez des cotisations qui restent dues au titre de 2019 ou des années précédentes, à mon avis, elles ne sont pas concernées. Il faut avoir une dette au 30 juin 2020. Par contre, le plan va pouvoir retenir les dettes constatées jusqu'au 31 octobre 2020, y compris les dettes antérieures à la crise, c'est-à-dire les échéances du mois de janvier, février, mars qui n'auraient pas été payées. Et on va bien sûr déduire de ce plan les réductions sectorielles et les remises de cotisations que vous avez obtenues et qu'on a vues précédemment. Les modalités du plan, donc là aussi, soit on ne fait rien, et donc c'est les directeurs de l'URSSAF qui vont vous proposer un plan qui pourra avoir une durée au maximum de 36 mois. Si on ne fait rien et si on ne fait rien pendant le mois qui suit, l'URSSAF considère qu'il y a acceptation tacite acceptation tacite du plan. Il est peut-être plus intéressant que ce soit le cotisant qui prenne la main et qui propose lui aussi, avant le 30 novembre, à l'URSSAF, un plan de règlement de ses cotisations. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce que va vous proposer l'URSSAF. Est-ce que l'URSSAF va vous proposer 12 mois, 18 mois, voilà. Donc, l'étude de chaque cas semble important et on vous propose effectivement de vous rencontrer par rapport à ça. Il est bien évident que les pénalités et les majorations qui seront appliquées seront remises d'office sous respect du plan qui aura été consenti. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire par rapport aux travailleurs non salariés par comparaison aux salariés. Et je vais maintenant passer la main donc à Françoise pour la partie suivante. Alors en fait, c'est Liliane qui va garder la main et qui va nous présenter rapidement les aides à l'emploi et j'interviens juste après. Excuse-moi. Donc en effet, je reprends la main pour évoquer les aides. Alors, je ne vais pas vous faire un descriptif des conditions des aides à l'emploi, aussi bien apprentissage, professionnalisation et des jeunes de moins de 26 ans. Je souhaite vous sensibiliser sur quelques points nouveaux ou éventuellement des choses que vous n'auriez pas vues ou qui ne sont pas vraiment explicites dans les textes. Notamment pour les aides apprentissage et professionnalisation, la grande nouveauté, c'est déjà qu'on peut conclure des contrats d'apprentissage avec des niveaux de formation pouvant aller jusqu'au niveau master, c'est-à-dire Bac+5.
Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau et donc ça peut ouvrir des portes, des opportunités dans certains secteurs d'activité, ne serait-ce que pour anticiper les compétences dont on a besoin demain. La deuxième chose qui est importante, c'est que avant le Covid, eh bien, des entreprises étaient dans une dynamique de recrutement. Aujourd'hui, évidemment, on peut avoir des doutes sur les aspects économiques et donc des entreprises peuvent ne pas s'engager. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous pouvons avoir des apprenants, des jeunes qui s'inscrivent dans des cycles de formation en alternance et qui n'ont pas d'employeur. Jusqu'à maintenant, un jeune qui s'inscrivait dans un cycle de formation en alternance avait 3 mois pour trouver un employeur. Et là, dans le cadre de 2020, eh bien, le plan de relance prévoit un délai plus long, c'est-à-dire jusqu'à 6 mois. Ça veut dire quoi? En tant qu'employeur, vous pouvez être frileux aujourd'hui, vous pouvez avoir peur de ne pas recruter et peut-être que dans 2 mois, vous déciderez de recruter des alternants parce que vous aurez une vision économique plus claire. Eh bien, vous pouvez aller voir les écoles, les CFA qui forment en alternance. Il sera possible d'accueillir des apprentis ou des contrats en professionnalisation, même si le cycle de formation a débuté. Vous aurez la possibilité d'accueillir des jeunes en alternant. Et ça, cette possibilité, elle est possible jusque pour un cycle de formation qui débute le 1er août. Eh bien, on a jusqu'au 28 février 2021. Si le cycle de formation démarre au mois d'octobre, eh bien, on aura jusqu'au 31 mars. À ça également, pour encourager l'alternance, le gouvernement a prévu des aides, une aide exceptionnelle de 8 000 ou 5 000 euros selon si nous sommes mineurs ou majeurs, bien sûr pour tout contrat signé avant le 28 février. Et cette aide-là s'ajoute aux aides à l'apprentissage que nous avons jusqu'alors. Et puis, bien sûr, cette possibilité, c'est aussi bien pour les entreprises de moins de 250 que plus de 250 salariés. Donc, si vous n'avez pas recruté d'apprentis à la rentrée de septembre, sachez que vous avez encore la possibilité, même si le cycle a démarré. Ensuite, concernant les aides à l'emploi des jeunes de moins de 26 ans. Là également, je ne vais pas vous relater la partie technique, mais je vais vous sensibiliser sur quelques points. D'une, on sait très bien que quand on a peur de s'engager, on a tendance à établir des CDD. Donc là, l'aide à l'emploi des jeunes de moins de 26 ans permet de conclure des contrats en CDD et bénéficier de cette aide, mais le CDD, bien sûr, doit être motivé. On ne peut pas embaucher des jeunes de moins de 26 ans et bénéficier de cette aide à l'emploi si nous avons procédé, bien sûr, à des licenciements pour le même poste. Également, pour pouvoir bénéficier de cette aide-là, il est important d'être à jour des cotisations sociales ou de souscrire au plan d'appurement que nous avons évoqué, moi-même et Dominique, tout à l'heure. Également, ce que je peux dire sur ce point-là, comme vous avez pu voir, c'était valable pour des CDD de plus de 3 mois. Ça veut dire quoi? Lorsque vous établissez un contrat de travail, 3 mois, ça ne sera pas exigible à l'aide à l'emploi. 3 mois et 1 jour, c'est possible. Donc, il est important pour les CDD d'être vigilants sur la durée du contrat de travail, puisqu'en fonction de la durée, eh bien, vous pouvez perdre l'aide à l'emploi. Sinon, cette aide-là, évidemment, pour terminer et passer la parole à Françoise, eh bien, c'est valable uniquement pour les contrats conclus entre le 1er août et le 31 janvier 2021. Et puis, il y a une condition de rémunération également. La rémunération ne doit pas dépasser 2 fois le SMIC horaire, c'est-à-dire 20,30 € par heure.
Voilà les points essentiels concernant les aides. Je te laisse la parole, Françoise. Oui, merci Liliane. Je vais passer assez rapidement sur cette présentation des modalités nouvelles de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat parce que je vois que le temps passe. Simplement, donc, un tout petit rappel, c'est que on avait la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui avait réintroduit le dispositif de la prime Macron, dite PEPA, et qui permettait aux entreprises de la verser mais sous de nouvelles conditions, et notamment, il fallait que l'entreprise soit dotée d'un accord d'intéressement pour pouvoir verser une prime allant jusqu'à 1 000 € net. C'était un dispositif un peu limitatif qui a été assoupli dans le contexte de la crise sanitaire, puisqu'il a été prévu la possibilité de verser une prime pouvant aller jusqu'à 1 000 €, y compris pour les entreprises non pourvues d'un accord d'intéressement, sachant que celles qui sont pourvues d'un accord d'intéressement pouvaient porter le montant de cette prime à 2 000 €. Et on avait une date limite de versement qui était fixée au 31 mars, avec l'intégration parallèlement de nouveaux critères de modulation liés justement aux conditions de travail dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. On a eu un premier report de la date limite de versement au 31 août 2020 et pendant l'été, un nouveau report est intervenu et permet aux entreprises de verser cette PEPA jusqu'au 31 décembre 2020. Je vous rappelle que pour pouvoir la verser, il faut soit conclure un accord d'entreprise, soit il faut que l'employeur adopte une décision unilatérale selon certaines modalités. Donc voilà, un petit assouplissement des règles et en même temps un report de la date limite de versement. Ensuite, nous allons aborder le deuxième temps de cette présentation, à savoir les mesures sociales de la rentrée. Et pour commencer, le nouveau protocole sanitaire. Pour rappel, ce protocole vise à assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l'épidémie de Covid-19. Il a été annoncé dans le cadre d'un communiqué de presse du 18 août 2020, le gouvernement précisant qu'il y aurait un renforcement des mesures sanitaires en entreprise à compter du 1er septembre, notamment au regard de la recrudescence du virus dans le courant de l'été. Et il a fini par être publié, mais le 31 août 2020, c'est-à-dire la veille de son entrée en vigueur, et dans la soirée qui plus est, ce qui laissait assez peu de temps pour rebondir. Pour autant, le contenu avait déjà été un petit peu dévoilé et ne nous a donc pas spécialement surpris. Un petit rappel, tout d'abord, ce protocole insiste de nouveau sur le fait que les mesures de protection mises en place au sein de l'entreprise, elles doivent être mises en place dans le cadre d'un dialogue social autant que possible, donc avec les représentants du personnel et à défaut avec les salariés directement. L'entreprise, par ailleurs, doit désigner un référent Covid. Donc ça, c'est important, si vous ne l'avez pas déjà fait, de le faire et de communiquer autour du nom de cette personne, sachant que dans les petites structures, ça peut être le chef d'entreprise lui-même. Et puis, évidemment, un protocole qui continue à encourager le télétravail comme mode d'organisation du travail pour les entreprises qui peuvent y recourir. Alors, les mesures majeures de ce nouveau protocole, finalement, c'est la systématisation du port du masque grand public au sein des entreprises et dans les lieux collectifs clos. C'est-à-dire que désormais, y compris quand on est dans un bureau qui est suffisamment vaste pour que les salariés soient éloignés les uns des autres, et dans les open space, il faut absolument porter le masque en permanence. Il y a un rappel à faire aussi par rapport aux gestes barrières, à la gestion des flux de personnes dans l'entreprise, notamment les sens de circulation qui doivent bien être respectés. Et le principe d'aération des locaux avec une préconisation qui est d'aérer les locaux fermés au moins 15 minutes toutes les 3 heures. Et puis, il y a une sécurité renforcée aussi pour les salariés dits à risque, sachant que parallèlement, on a un décret qui est venu repréciser un peu les choses par rapport à ce vocable-là et qui fixe précisément la liste des salariés concernés. C'est une liste un petit peu plus resserrée que celle que l'on avait pu connaître pendant la période de confinement. Et puis la nouveauté aussi, c'est que si d'un côté, ce protocole renforce globalement les mesures de sécurité,
d'un autre côté, il permet quand même des adaptations possibles de ce dispositif, alors à la fois en fonction du secteur d'activité et après analyse précise des risques et mise en œuvre évidemment des dispositifs de prévention que l'on connaît. Et puis la possibilité aussi d'avoir un retrait intermittent du masque dans la journée, dès lors, et là c'est une précision importante, qu'on a à la fois des mesures qui sont prises dans les zones des mesures prises par l'employeur par rapport justement à cette sécurité à assurer pour les salariés, mais dès lors surtout que l'entreprise n'est pas dans une zone dite à risque renforcé, les fameuses zones rouges, hein, puisque si on est dans une zone de circulation forte du virus, on n'a pas cette possibilité de retrait intermittent du masque aussi facile. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire ce protocole, sachant qu'il comporte une page de synthèse, page 10, qui s'appelle « Le socle des règles en vigueur au 31 août » et qui récapitule tous ces éléments-là de manière très claire. Je passe tout de suite à la présentation d'un dispositif qui a été bien mis en avant dans le cadre du plan de relance. C'est un dispositif qu'on appelle activité partielle longue durée ou APLD et qui anciennement s'appelait le dispositif ARM. J'avais eu l'occasion d'en parler lors d'un précédent webinar. Donc c'est un dispositif qui a été introduit par la loi du 17 juin dernier en soutien à l'activité économique et qui offre la possibilité à une entreprise confrontée à une baisse durable de son activité de recourir à de l'activité partielle sur une période beaucoup plus longue que ce qui est prévu par ailleurs pour accompagner la gestion de la crise sanitaire. Donc ça permet d'avoir une réduction de l'horaire de travail des salariés et de recevoir pour les heures non travaillées par les salariés une allocation. Mais évidemment, en contrepartie, l'entreprise doit prendre des engagements en matière de formation et de maintien des emplois. Donc, on a un double objectif de préservation des emplois et de sauvegarde des compétences des salariés. Et les précisions nous ont été apportées dans le cadre d'un décret paru le 28 juillet dernier. Alors, le changement de dénomination n'est pas complètement anodin, hein. Le nom ARM était quand même un peu guerrier, donc aujourd'hui on parle d'APLD, ce qui est un peu plus doux, et c'est vraiment, je vous le disais, un dispositif inscrit au cœur du plan de relance. Alors en substance, l'APLD est accessible à toutes les entreprises, hein, sans critères de taille ou de secteur d'activité, et c'est un dispositif qui peut être mis en place pour une durée de 24 mois, consécutifs ou non, au cours d'une période de 36 mois. Concrètement, comment ça va se passer? L'employeur va donc mettre en place le dispositif et ensuite il va faire des demandes pour des durées de 6 mois maximum qu'il pourra renouveler en fonction de l'avancement de la situation de l'entreprise. Alors la réduction d'activité qui est permise dans le cadre de cette APLD, elle est un peu limitée puisque seuls 40% de la durée légale du travail peut correspondre à la réduction d'horaire permise à cette occasion. C'est une durée qui peut être portée à 50% dans des cas exceptionnels, mais avec accord express de l'autorité administrative préalable. Comme je vous le disais, le dispositif est subordonné au fait que l'employeur prenne des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle, avec une précision qui est importante, c'est que les engagements doivent porter sur l'intégralité des emplois de l'établissement ou de l'entreprise, sauf si on a éventuellement une stipulation conventionnelle qui permet un champ d'application plus restreint. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de cela, parce que, pour mettre en place la PLD, il faut un accord collectif. Or, cet accord collectif peut être un accord de branche. Effectivement, c'est dans ce cadre-là, éventuellement, qu'on peut avoir un champ un petit peu plus restreint que l'établissement ou l'entreprise. Mais si on a un accord de branche, alors l'employeur, lui, doit établir un document unilatéral qui soit conforme aux stipulations de cet accord. Aujourd'hui, on a la métallurgie et la branche d'activité des bureaux d'études techniques, un Syntec, qui ont pris des accords de branche pour mettre en place un dispositif d'APLD. C'est également possible par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, mais en tout cas, il faut un socle d'accord collectif. Le contenu de cet accord, tout comme
le contenu du document unilatéral qui doit être pris par l'employeur qui entendrait faire application d'un accord de branche, il est clairement et précisément défini. Donc, il faut faire attention à bien reprendre l'ensemble de ces dispositions-là, puisqu'ensuite, vous devez déposer, que ce soit l'accord ou le document unilatéral, auprès du préfet du département. Donc, s'il s'agit d'un accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe, eh bien, il fait l'objet d'une demande de validation. Si c'est un document unilatéral pris en application d'un accord de branche, il fait l'objet d'une homologation. Et puis ensuite, eh bien, il y a un dispositif de suivi des engagements pris. Je vous le disais tout à l'heure, le principe, c'est qu'on va poser le cadre avec cet accord et ensuite, on fait des demandes par période de 6 mois maximum qui peuvent être renouvelées. Mais à chaque échéance, eh bien, l'autorité administrative sollicite un bilan portant sur le respect des engagements pris, justement, et sur les modalités d'information qui sont mises en place auprès des salariés. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé qui fait état de la situation économique de l'entreprise à l'instant T et des perspectives d'activité. Voilà pour le dispositif d'APLD que je vous ai présenté succinctement. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour un petit peu plus de détails. J'évoque tout de suite le troisième sujet social sur lequel je serai assez succincte, mais pour vous rappeler, j'ai parlé du dialogue social tout à l'heure. Évidemment, dans ce cadre-là, c'est le comité social et économique qui est concerné, qui doit être impliqué, à la fois pour la mise en place des mesures de prévention. On a parlé tout à l'heure du nouveau protocole sanitaire. Il est clair qu'il va générer pour les employeurs l'obligation de mettre à jour leur document unique d'évaluation des risques. Je n'envisage pas cette mise à jour sans qu'il y ait une implication du CSE si possible. Et puis également, dans la mise en place des nouvelles organisations de travail. J'ai reparlé du télétravail qui est clairement un mode d'organisation intéressant dans le cadre de la prévention de l'épidémie de Covid. Et évidemment, le comité social et économique devrait être mis en place dans les entreprises depuis au plus tard le 31 décembre 2019. Néanmoins, on a tout un dispositif transitoire qui a été instauré dans le cadre de la pandémie actuelle. Pour rappel, le 17 mars, on a eu le début de la période de confinement. Eh bien, le 2 avril, une ordonnance est entrée en vigueur pour suspendre les procédures d'élection qui étaient en cours jusqu'à présent. Cette suspension fait que les entreprises qui étaient concernées ont dû reprendre normalement leur procédure au 1er septembre au plus tard. Si ce n'est pas fait, je vous invite vraiment à le faire sans tarder. Pour les entreprises qui étaient en situation dite de carence fautive, c'est-à-dire qui n'avaient pas organisé d'élection du CSE en dépit de leurs obligations, il y a une tolérance qui a été introduite et qui fait que les entreprises ont bénéficié d'un délai supplémentaire pour procéder à ces élections. Point important, il fallait commencer la démarche entre le 24 mai et le 31 août 2020 au plus tard. Si ça n'est pas fait, il est encore temps de le faire. Il vaut toujours mieux le faire spontanément que de se faire rappeler à l'ordre par l'administration. Donc, je vous invite vraiment à faire le nécessaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail des incidences que peut avoir une carence fautive, mais simplement vous préciser qu'il y a actuellement pas mal de contrôles des services d'inspection des directs, notamment par rapport au recours à l'activité partielle. Et évidemment, les entreprises qui n'auraient pas fait le nécessaire, y compris avec la tolérance apportée par les ordonnances, eh bien, se verraient potentiellement contraintes à rembourser les aides perçues à ce titre. Je ne rentre pas dans le détail des autres conséquences puisque je manque de temps. Et je repasse tout de suite la parole à Dominique pour le Zoom expertise comptable. Merci beaucoup Françoise. Je reprends effectivement la main pour ce Zoom expertise comptable avec une première partie qui va être consacrée à quelques petites mesures de soutien que je vais vous exposer et puis une deuxième partie pour lequel on a commencé de parler sur le plan de relance qui est prévu par le gouvernement. Donc, concernant les mesures de soutien, je rappelle brièvement le fonds de solidarité, c'est-à-dire l'aide de 1 500 € qui peut être attribuée aux entreprises et qui a débuté donc au mois de mars.
Donc mars, avril, mai, les conditions ont évolué. L'aide est prolongée pour les mois de juillet, août et septembre, mais avec là aussi une modification des conditions d'attribution. Aujourd'hui, l'aide est réservée aux entreprises des secteurs les plus fragilisés, c'est-à-dire les annexes 1 et 2 du décret, qui ont un effectif inférieur à 20 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Alors, je ne vais pas vous rappeler la liste des entreprises, on en a souvent parlé, c'est celles qui sont relatives au tourisme, hôtel-restaurant, etc. Donc, on le reprendra tout à l'heure. Le deuxième point concerne le CARIBA, qui est une nouvelle procédure de dérogatoire de remboursement anticipé. Donc, juste quelques mots pour vous rappeler ce que c'est que le CARIBAC ou report en arrière de déficit, qui est donc un dispositif fiscal qui permet aux entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés d'imputer le déficit constaté à la fin d'un exercice sur le bénéfice non distribué de l'exercice précédent. On parle souvent de report en avant. Là, il s'agit d'un report en arrière, c'est-à-dire une entreprise qui a payé de l'impôt au titre de 2018, par exemple, peut, si elle constate un déficit en 2019, déclarer une créance auprès de l'impôt en disant « j'ai trop payé d'impôt en 2018, merci de constater cette créance ». Cette créance peut être normalement utilisée pour payer l'impôt et les acomptes d'impôt des 5 années suivantes. Et s'il en reste, au bout de 5 ans, eh bien, le solde de la créance peut être remboursé par l'État sous forme de virement bancaire. C'était d'ailleurs ce qui nous conduisait à ne pas toujours pratiquer le CARIBAC parce que ce délai de 5 ans était très très long et donc le législateur a émis une procédure dérogatoire de remboursement anticipé qui concernait notamment les entreprises en difficulté. C'est la première fois. Donc sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Dans ce cas-là, le remboursement était immédiat. On pouvait également céder la créance dans le cadre d'un DAI auprès d'une banque. Donc, ce que nous apporte la troisième loi de finances rectificative, c'est une nouvelle exception qui est instituée pour toutes les entreprises qui peuvent demander, jusqu'au 19 mai 2021, le remboursement anticipé de leur créance de CARIBAC, qui serait née d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 et qui n'a pas été utilisée. Donc, les créances déjà détenues au 1er janvier 2020, c'est-à-dire celles qui sont nées d'une option exercée à la clôture des exercices 2015 à 2019, elles pourraient faire l'objet d'un remboursement anticipé dès la date en vigueur de la loi, c'est-à-dire le 1er août 2020. Donc, je vous invite à vérifier ce point-là, c'est-à-dire que si vous avez du CARIBAC dans vos bilans au titre des exercices 2015 à 2019, s'il vous en reste, vous pouvez en demander le remboursement immédiat. La demande de remboursement doit être en principe formulée à l'aide d'un formulaire 2573 SD. Donc ça concernait le CARIBAC des années 2015 à 2019. Il y a également cette année, pour 2020, et la loi de finances rectificative nous apporte cette information-là, un remboursement accéléré. Et là, c'est assez important, je pense, que par dérogation, les entreprises qui constatent un déficit au titre d'un exercice clos en 2020 peuvent demander l'option pour le report en arrière de leur déficit dès le lendemain de la clôture de leur exercice, sans attendre la liquidation de l'impôt afférent. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si vous clôturez vos comptes au 30 septembre 2020 et qu'au 30 septembre 2019, vous avez constaté un bénéfice, au 30 septembre 2020, vous constatez à cause du Covid un déficit, vous allez pouvoir, dès le 1er octobre 2020, sans avoir attendu la liquidation de l'impôt et la clôture de vos comptes, vous allez pouvoir estimer donc le CARIBAC auquel vous avez droit et demander le remboursement immédiat de ce CARIBAC. Cette demande doit être également formulée à l'aide du formulaire 2573.
Notons quand même que ce dispositif qui est très intéressant, il y a une mesure anti-abus qui sanctionnera les erreurs d'estimation manifestes des créances. Donc, le point suivant concerne un dégrèvement exceptionnel de CFE. Donc la CFE, c'est la contribution foncière des entreprises, un impôt qui est calculé sur la valeur foncière des biens détenus ou dont on est locataire. Et donc ce dégrèvement doit être subordonné à une délibération. Donc les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, ont pu instituer par une délibération prise à compter du 10 juin 2020 et au plus tard le 31 juillet 2020, un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2020 par les établissements dont l'activité principale relève de certains secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Donc, tout ce qui est annexe 1 et annexe 2. La délibération de la commune porte sur la part revenant à chaque commune ou EPCI. Le dégrèvement est réservé aux sommes dues par les établissements répondant aux conditions suivantes. Entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 millions d'euros et exercice de leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Donc tout ce qui est annexe 1. Le dégrèvement est égal à 2/3 de la cotisation de CFE et il est accordé normalement automatiquement par l'administration aux entreprises éligibles. Alors, je note automatiquement, il conviendra quand même de vérifier si la commune a délibéré, d'une part, et si l'administration a appliqué, d'autre part. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire une réclamation auprès du service des impôts. Le point suivant concerne le plan de règlement spécifique Covid-19. On a parlé tout à l'heure de plan d'apurement des dettes sociales pour les salariés et pour les non-salariés. Pour le plan, en matière fiscale, également, il est possible qu'il y ait un plan de règlement qui intervienne pour les échéances intervenues entre le 1er mars et le 31 mai 2020 pour les entreprises particulièrement fragilisées, sous condition. Les impôts concernés jusqu'à présent, c'était l'IS et la CVAE. Et avec la troisième loi de finances rectificative, on y adjoint la TVA et le prélèvement à la source de février à avril 2020. Là aussi, une échéance est importante, c'est le 31 décembre 2020, puisque une demande est à formuler auprès de la DGFiP sur un formulaire spécifique. La durée du plan de règlement, qui ne peut pas excéder 36 mois, n'est pas fixée d'un commun accord, mais est fixée en fonction d'un coefficient d'endettement d'entreprise qui dépend du niveau de la dette fiscale, de la dette sociale, de la masse salariale de l'entreprise et du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce plan, qui est normalement applicable, est assorti de garantie, de constitution de garantie, et si on n'accorde pas de garantie, il peut être dénoncé. Donc on parle de garantie, on parle également de non-respect des échéances de plan ou de non-respect des obligations fiscales courantes. Le point suivant concerne le déblocage exceptionnel de l'épargne retraite des travailleurs non salariés. Là aussi, la troisième loi de finances rectificative permet aux travailleurs non salariés de débloquer, à titre exceptionnel et temporaire, une partie de leur épargne retraite de manière anticipée. Ça concerne essentiellement les contrats loi Madelin et les plans d'épargne retraite individuels Perrin. Pour cela, la demande doit être formulée avant le 31 décembre 2020. Vous devez avoir au 31 décembre 2020 encore le statut de travailleur non salarié et le montant des sommes rachetées ou retirées est plafonné à 8 000 €. L'épargne qui est ainsi débloquée est exonérée d'impôt pour la fraction rachetée ou retirée inférieure à 2 000 €,
mais elles restent soumises aux prélèvements sociaux, CSG, CRDS, etc. Là aussi, pour éviter tout effet d'aubaine et mesures anti-abus, on va pouvoir déduire du résultat imposable de 2020 les versements effectués au titre des cotisations Madelin, mais en retenant ou en déduisant le montant des sommes débloquées au titre de ce dispositif particulier. Le point suivant concerne les donations et successions. C'est un dispositif qui permet d'exonérer de droits d'enregistrement les dons et les sommes d'argent qui sont réalisés en pleine propriété et effectués du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021 au profit des enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants dans la limite de 100 000 euros. À noter que le donataire doit, au plus tard le dernier jour du 3e mois suivant le transfert, affecter les sommes reçues, soit à la souscription au capital des petites entreprises au sens communautaire, soit à la réalisation d'opérations de rénovation énergétique ou à la construction de sa résidence principale. Voilà un peu pour les mesures de ce 3e loi de finances rectificative. Ma dernière diapositive concerne le plan de relance du gouvernement. Donc, le jeudi 3 septembre, le gouvernement a présenté un plan de relance de 100 milliards d'euros avec 3 principaux points. L'écologie, avec pour but d'amener vers une transition écologique, la compétitivité, pour permettre aux entreprises d'avoir des conditions favorables pour se développer et maintenir leurs salariés, et enfin la cohésion, pour garantir la solidarité entre les générations et les territoires et les Français. Donc on va retrouver la déclinaison de ce plan de gouvernement à la fois dans la loi de finances rectificative, ça a déjà commencé pour 2020, dans la loi de finances pour 2021, et je vais vous présenter les principales mesures de ce plan. En matière d'écologie, donc on a un budget de 30 milliards d'euros, avec pour axe principal le développement des technologies vertes, tout ce qui est hydrogène vert, l'investissement dans le réemploi et le recyclage, la rénovation énergétique des bâtiments privés, la densification et le renouvellement urbain, la décarbonation de l'industrie, la transition agricole et tout ce qui est infrastructure et mobilité verte. En matière de compétitivité, pareil, un budget de 30 milliards d'euros, avec une baisse prévue des impôts dits de production, c'est-à-dire la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la contribution foncière des entreprises, la taxe foncière pour le bâti. Des aides vont être attribuées pour la numérisation à grande échelle des TPE, PME et ETI, et également beaucoup de mesures autour du renforcement des fonds propres de ces mêmes structures. Un fonds d'investissement France Relance qui devrait être garanti par le gouvernement devrait être institué d'ici la fin de l'année, et la garantie de l'État devrait être également accordée dans le cadre de financement bancaire pour améliorer les fonds propres de l'entreprise. Également, plein de mesures autour de la relocalisation, avec notamment la sécurisation des approvisionnements stratégiques, tout ce qui est autour de la santé, du médicament et d'autres secteurs, et puis le soutien aux projets industriels dans les territoires. Enfin, donc on parle de programme d'investissement d'avenir, le PIA, je pense qu'on entendra plusieurs fois parler dans les mois qui viennent, avec toutes les mesures autour de la résilience des modèles économiques, tout ce qui est cybersécurité, technologie quantique, santé, industrie culturelle, créative française. Voilà. Le dernier point de ce plan de relance du gouvernement concerne la cohésion sociale, avec là aussi un budget de 30 milliards d'euros. Et c'est là qu'on retrouve le financement donc, de toutes les mesures relatives à la sauvegarde de l'emploi, l'APLD et FNE Formation, ainsi que le soutien aux personnes précaires et le soutien au territoire.
Enfin, on parle du Ségur de la santé. Voilà, j'arrive au bout de ma présentation. Je vous remercie de votre écoute et je repasse la main à Françoise pour une conclusion. Oui, merci Dominique. Effectivement, merci beaucoup à tous pour votre participation, votre écoute. Sachez qu'au regard du format un petit peu exceptionnel que nous avons été contraints de mettre en place, eh bien, vous avez la possibilité de nous poser vos questions en commentaire sous le lien YouTube qui vous est adressé et nous organiserons une nouvelle petite vidéo pour répondre aux questions qui resteraient en suspens à l'issue de cette présentation. Il me reste à remercier Dominique et Liliane et à vous souhaiter à tous une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir.